Son père, Andreas, était un noble espagnol, tandis que sa mère, Louise, était une créole française d'une beauté légendaire et d'une intelligence notoire, moitié moins âgée que lui et issue d'une lignée prestigieuse. Le couple s'était uni pour des raisons financières et ils plaçaient d'immenses attentes sur leur fille. Malgré leur immense richesse, la famille Almonester traînait derrière elle une sombre malédiction. Michaela était fille unique, mais non par manque d'efforts. La première épouse de son père était morte en couche, emportant son bébé avec elle. Michaela avait également eu brièvement une petite sœur, qui succomba à une maladie à l'âge de 4 ans. En 1798, alors que Michaela n'était qu'une toute petite fille, sa famille illustre connut sa plus grande tragédie. Son père mourut cette année-là, laissant derrière lui sa fortune colossale et son pouvoir à sa jeune mère, Louise. Peu après la disparition de son père, la mère de Michaela, Louise, prit un second mari séduisant, de 7 ans son cadet. Le nouveau beau-père d'Almonester, Jean-Baptiste Castillon, âgé de 25 ans, était un consul français très respectable. Pourtant, lorsque le public l'apprit, un scandale éclata. Ils protestèrent contre cette union pendant 3 jours tumultueux, exhibant des effigies de Louise, de son nouvel époux et de son défunt mari dans son cercueil. Mais ne pensez pas que la malédiction des Almonester était terminée. En 1811, la mère de Michaela, Louise, commença à chercher un prétendant convenable pour marier sa fille de 15 ans. Seulement, Michaela cachait un sombre secret. La belle héritière, en devenir, était en réalité amoureuse d'un homme sans le sou de la ville. Et cette romance adolescente était vouée à une fin déchirante. L'amour innocent d'Almonester n'avait aucune chance face aux attentes aristocratiques de sa mère. Louise mit rapidement fin à cette relation et arrangea plutôt un mariage avec son cousin plus âgé, Célestin de Pontalba, âgé de 20 ans, surnommé de manière embarrassante Tintin. Tintin proposa lui-même le mariage, mais il ne s'agissait en rien d'une démarche romantique. N'ayant jamais rencontré la douce et naïve Michaela, Célestin écrivit d'abord à la matriarche Almonester pour proposer une fusion d'affaires qui transférerait la richesse des Almonester entre leurs mains. La cour de Célestin était encore plus pathétique que sa proposition. Le fiancé arriva de France, en Louisiane, observa la jeune fiancée pendant seulement 3 semaines, puis conclut par un mariage fastueux en octobre 1811. La famille de Pontalba pensait peut-être s'en tirer à bon compte, mais les Almonester les surpassèrent. Michaela et sa mère n'avaient ni pas survécu à la vie de célibataire sans apprendre quelques leçons, et le mariage était un stratagème astucieux. Bien que Célestin ait épousé Michaela pour son argent, la mère Louise s'assura que leur contrat était inattaquable et donnait à Michaela le contrôle total de ses fonds. Il ne fallut pas longtemps à Almonester pour réaliser qu'elle avait commis une grave erreur et que la famille de son mari avait un côté sombre effrayant. Son nouveau beau-père, le baron Joseph de Pontalba, était, pour le dire doucement, un déséquilibré qui contrôlait son fils faible d'esprit, Célestin. Ainsi, lorsque le baron découvrit que Michaela ne partageait pas sa fortune avec la famille, sa réponse fut troublante. Peu après les noces, Joseph força Michaela à accomplir un acte qu'elle regretterait toute sa vie. Il la contraignit à signer une procuration, cédant tous ses biens à son mari Célestin et annulant toute la protection que sa mère lui avait offerte. Bien sûr, cela signifiait que tout le contrôle revenait réellement à Joseph, qui dirigeait la famille d'une main de fer. À ce stade, on pourrait se demander pourquoi Almonester ne s'enfuit pas tant qu'elle le pouvait encore. Eh bien, elle ne pouvait pas. Elle tomba enceinte peu après son mariage, finissant par avoir pas moins de 5 enfants avec Célestin. La naïve Almonester espérait peut-être pouvoir s'arranger avec ses beaux-parents. Presque immédiatement après avoir obtenu la procuration,
son mari commit la trahison ultime. Il l'abandonna presque complètement, la laissant dans un petit appartement à Paris avec une allocation misérable de 600 $ par mois de son propre argent et plusieurs enfants à nourrir. Est-il surprenant qu'elle se soit rebellée? Lorsqu'elle en eut assez, l'intelligente Almonester échafauda un plan ingénieux pour récupérer son argent de ses beaux-parents. Elle retourna à la Nouvelle-Orléans pour réclamer ses propres propriétés aux États-Unis, affirmer ses droits fonciers et récupérer une partie du pouvoir qu'elle avait autrefois. Lorsqu'Almonester revint en Europe, elle ne s'attendait probablement pas à ce que son mari ou sa famille l'accueillent à bras ouverts. Mais leur réponse fut plus sombre qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Elle devint une prisonnière virtuelle dans sa propre maison. Les de Pontalba la séquestrèrent dans une seule pièce de la maison et refusèrent de laisser quiconque la voir. Les experts pensent qu'à ce moment-là, les de Pontalba tentaient littéralement de rendre Almonester folle. Ils auraient interdit à tous les domestiques de la maison de la regarder ou de lui parler, et ses invités avaient strictement interdiction de lui témoigner la moindre considération. Évidemment, cela aurait été un point de rupture pour n'importe qui, et Almonester abandonna tout espoir de sauver son mariage. Elle demanda officiellement la séparation de Célestin pour recevoir un choc brutal. Les tribunaux la déboutèrent. Les de Pontalba détestèrent peut-être Micaëla, mais ils avaient besoin de la garder pour sa fortune, et ils la poursuivaient en justice avec succès chaque fois qu'elle tentait de quitter légalement Célestin. En fait, les lois françaises sur le divorce étaient si strictes qu'Almonester non seulement perdait ses procès, mais devait également payer les frais d'avocat des de Pontalba. Almonester avait ses propres moyens astucieux de résister, même alors que sa famille tentait de la pousser au bord de la folie. Selon la légende, elle insistait pour s'asseoir en bout de table lors des dîners, défiant quiconque de lui dire de bouger. Car s'il le faisait, cela prouverait qu'elle n'était pas la maîtresse de maison, lui donnant plus de motifs pour une séparation. Cette existence presque invivable dura 4 longues années, jusqu'à ce qu'elle atteigne un point culminant totalement troublant. Après la dernière tentative d'Almonester pour se séparer de son mari, le baron Joseph devint encore plus déséquilibré que d'habitude. Furieux, il entra dans sa chambre avec 2 pistolets de duel, déterminé à en finir avec elle. En voyant son beau-père visé, le courage abondant d'Almonester semble lui avoir fait défaut, et elle cria « Ne fais pas ça, je te donnerai tout !» La réponse de Joseph fut au-delà de l'effroyable. Le patriarche de Pontalba regarda son héritière, obstiné froidement dans les yeux, et répondit « Non, tu vas mourir. » Et puis il visa et tira. Joseph de Pontalba tira sur Micaëla Almonester 4 fois dans la poitrine ce jour-là, l'une des balles traversant sa main gauche alors qu'elle la levait pour se protéger. Lorsqu'elle tenta de s'échapper, tombant dans les bras d'une domestique, il la poursuivit jusqu'au salon et la regarda saigner sur le décor luxueux du château. Plus tard ce soir-là, quelques heures après avoir tiré sur sa belle-fille et l'avoir laissée sur le sol, le baron Joseph de Pontalba entra dans son bureau et ferma la porte à clé. Il prit alors le même pistolet de duel qu'il avait utilisé plus tôt dans la journée et se tira une balle fatale. Ce fut son dernier acte déséquilibré. Mais le destin de Micaëla fut bien différent. Miraculeusement, Micaëla Almonester survécut à l'attaque vicieuse de son beau-père, bien que non sans séquelles. 2 doigts de sa main gauche furent détruits, et son sein gauche fut mutilé lorsque les balles l'atteignirent. L'un de ses poumons était si endommagé qu'elle ne pouvait plus monter un escalier sans être essoufflée. Le long chemin de la guérison d'Almonester fut cauchemardesque. Pendant 3 semaines, elle souffrit de crises presque quotidiennes et ne pouvait pas dormir toute une nuit. Pour rendre les choses encore plus cruelles, sa belle-mère, en deuil de son propre mari, refusa de lui parler pendant toute la convalescence. Pour une fois dans sa vie,
Le mari d'Almonester, Célestin, prit soin d'elle, pendant qu'elle se remettait de la tentative de meurtre de son propre père. Almonester n'en pensait pas grand-chose non plus. Comme elle le dit plus tard, il s'est seulement comporté envers moi comme il le devait. La transformation de Célestin en infirmier ne changea pas les sentiments d'Almonester, et dès qu'elle fut assez rétablie, elle renouvela sa demande de séparation. Les résultats furent glaçants. Apparemment, le fait que votre beau-père ait tenté de vous tuer n'était toujours pas un motif de séparation, et le juge dit non. Lorsqu'il apprit sa dernière victoire judiciaire, Célestin décida de célébrer d'une manière totalement cruelle. Sans raison, il imprima les transcriptions du tribunal, surlignant les parties qui dégradèrent sa femme, et les distribua aux passants. En distribuant ces pamphlets, Célestin violait la première règle du mariage: protéger sa femme. Ainsi, vers 1835, Almonester tenta une nouvelle fois la séparation. Et cette fois, à l'âge de 40 ans, elle gagna. Mais elle avait encore une autre forme de revanche en réserve pour son mari. Après avoir survécu à l'attaque brutale du baron Joseph, Almonester eut une seconde chance dans la vie, et elle avait l'intention de l'utiliser. Elle retourna à sa Nouvelle-Orléans natale en 1848 avec ses 3 fils survivants et sa fille, et s'établit immédiatement comme la femme à connaître en ville. Almonester créa pratiquement le quartier français de la Nouvelle-Orléans. Lorsqu'elle revint de France, la matriarche audacieuse fut consternée de voir que le quartier autrefois vibrant était tombé en ruine, et elle s'attela à lui redonner sa gloire d'antan. En particulier, elle érigea ce qu'on appelle maintenant les bâtiments Pontalba, ces 2 magnifiques constructions en briques rouges. Almonester savait exactement ce qu'elle voulait lorsqu'il s'agissait de reconstruire sa bien-aimée Nouvelle-Orléans, et elle ne laissait rien se mettre en travers de son chemin. Selon une anecdote, un jour où elle essayait d'aménager son dernier projet, le maire tenta de l'empêcher d'abattre des arbres. La baronne de Pontalba aurait brandi un fusil de chasse sous son nez et lui aurait dit de reculer. La nuit de noces de Michaela fut peut-être dénuée de passion, mais elle n'était certainement pas sans argent. Pas moins que Bernard de Marigny, un haut représentant de Napoléon Bonaparte, la conduisit à l'hôtel, au cas où vous auriez besoin d'un rappel que Almonester était une femme d'envergure. Sachez ceci: alors qu'elle était en visite aux États-Unis et qu'elle ralliait des soutiens contre sa famille, le président Andrew Jackson envoya une calèche privée pour la chercher et l'amener à la Maison-Blanche pour un tête-à-tête. Son escorte, le secrétaire d'État, Martin Van Buren. Comme presque tout ce qu'elle entreprenait, Almonester excellait dans les projets architecturaux et la planification. Un historien l'a qualifiée de génie profane en architecture, et la baronne supervisait souvent personnellement ses chantiers, parcourant les terrains à cheval et cherchant le moindre défaut. Almonester, qui avait tant souffert, ne mâchait pas ses mots lorsqu'il s'agissait de son émancipation de sa famille horrible et indigne. Une fois qu'elle eut assimilé le verdict béni, elle écrivit: « Je peux maintenant dire que j'ai traversé mon purgatoire sur cette terre. » Almonester devint célèbre pour son sens financier, tout comme sa propre mère. Dans une démarche très inhabituelle pour une femme à l'époque, elle examinait les contrats de mariage de ses enfants avec une minutie extrême, s'assurant qu'ils n'obtiennent jamais le mauvais côté d'un marché. À la fin de sa vie, Almonester porta un coup d'un genre différent à son mari indigne, Célestin. En vieillissant, Célestin devint sénile, et bien qu'Almonester aurait pu simplement rire de ce karma, elle fit quelque chose de tout autre. Elle s'occupa de lui et prit le contrôle. Elle organisa sa maison, donna des ordres à ses domestiques et le soigna. Ironiquement, Almonester ne s'échappa jamais complètement de Célestin. En plus de le soigner dans ses vieux jours, le couple ne divorça jamais. Peut-être encore plus surprenant, lorsqu'il mourut en 1878, Célestin fut enterré aux côtés de sa femme, malgré leur relation dysfonctionnelle. Contre toute attente,
Almonester termina sa vie aux côtés de son mari. Elle retourna finalement en France, et lorsqu'elle décéda le 20 avril 1874, ce fut dans leur maison, de l'hôtel Pontalba. D'une manière ou d'une autre, elle avait atteint l'âge respectable de 78 ans. En apprenant son décès, la Nouvelle-Orléans pleura l'une de ses citoyennes les plus légendaires, et elle est encore célébrée aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de lui donner un pouce levé. Nous apprécierions beaucoup. Nous vous invitons également à consulter l'article complémentaire dans la description ci-dessous. Si vous souhaitez voir encore plus de vidéos sur des figures historiques, abonnez-vous à la chaîne.